Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, depuis le début de l'année 2025, on est en train de vivre l'un des plus grands et surtout l'un des plus rapides crash boursier de l'histoire. Donald Trump a émis des tarifs douaniers énormes aux États-Unis et ça a créé littéralement une panique mondiale et c'est quelque chose qui s'est à 100% reflété sur les marchés. Donc, si on regarde autour de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est littéralement la panique et ça a amené les niveaux d'incertitude et de volatilité à des niveaux records. Par contre, le point que souvent les gens oublient lorsqu'on a autant de peur sur les marchés, c'est que, eh bien, ça peut amener des opportunités qui sont incroyables. C'est notamment ce qu'on avait vécu avec la pandémie en 2020 et le marché baissier en 2022, où ce que personnellement, j'avais réussi à trader après ces événements et ça a été parmi les meilleures années que j'ai eues sur les marchés. Et donc, l'opportunité qu'on a en ce moment est bien réelle. Par contre, il faut savoir eh bien, comment naviguer au travers de ces marchés et surtout eh bien, comment comprendre la situation pour être capable d'en bénéficier. Donc aujourd'hui, guys, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, eh bien, je vais vous expliquer un trade de A à Z que j'ai fait sur le S&P 500. C'est l'un de mes plus gros trades de toute ma carrière. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été extrêmement payant. Et donc, vous allez voir exactement eh bien, comment j'ai pris la position, c'était quoi mon analyse fondamentale, mon analyse technique, comment j'ai géré également la position. Donc, je vais littéralement tout vous expliquer. C'est une vidéo, guys, avec énormément de valeur parce que je vais vraiment vous amener avec moi dans mon trading et vous montrer littéralement tout ce que j'ai fait pour être capable de capitaliser là-dessus. Et évidemment, eh bien, avec ce type de vidéo, mon objectif, c'est de rendre mon contenu gratuit meilleur que celui payant des autres. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, comme d'habitude, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Bon, avant d'aller plus loin, on va devoir se pencher un peu plus en détail sur le contexte des marchés au moment où ce que Donald Trump a été élu et concrètement, eh bien, on était dans quel environnement. C'est super important de repartir en arrière pour vraiment comprendre la situation de A à Z. Donc, si on regarde ça un peu plus juste ici sur le S&P, eh bien, on peut voir que lorsque Donald Trump a été élu, eh bien, le marché a énormément monté. L'idée derrière ça, c'est tout simplement qu'un parti comme celui de Trump plus souvent qu'autrement, peut être quelque chose de positif pour les entreprises, les taxes et ainsi de suite. Et donc, le marché avait interprété cette nouvelle comme quelque chose de très haussier. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de problème au niveau des données économiques. Les données de l'emploi étaient très bonnes. Les données de l'inflation avaient beaucoup rebaissé. Donc, bref, tout semblait vraiment haussier il y a seulement quelques mois de ça. Donc, je me rappelle encore la nuit de l'élection de Trump, à quel point le marché avait de la volatilité, puis à quel point par la suite, pendant les semaines qui ont suivi, cet enthousiasme a resté sur les marchés et c'est là qu'on a vu donc cette tendance haussière. Et par contre, ce qu'on a pu voir donc, c'est que rendu en décembre 2024, on a commencé à se stabiliser un peu plus sur les marchés. Souvent, décembre est un mois un peu plus relax. Les gens vont prendre leur profit de l'année, partir en vacances et ainsi de suite. Donc jusqu'à là, rien de bien différent que ce qu'on a souvent. Et c'est vraiment donc en début 2025 que le marché a tenté une nouvelle jambe de hausse, mais que malheureusement, on n'a pas réussi à pousser plus loin. Et par la suite, on a commencé à rebrousser chemin. Donc ce qui est arrivé, c'est que de plus en plus que le temps avançait, eh bien, on entendait parler des tarifs douaniers que Trump voulait implémenter, notamment au début sur le Canada, le Mexique, la Chine et l'Europe. Donc, c'est vraiment les 4 endroits principaux. Et donc ça a amené quand même un lot d'incertitudes sur le marché parce qu'en réalité, eh bien, on ne savait pas vraiment qu'est-ce que Trump avait dans la tête. On ne savait pas vraiment, eh bien, qu'est-ce que ça allait être. Est-ce que ça allait être des gros tarifs? Est-ce que c'était plus des techniques de négociation pour amener d'autres sujets sur la table? Bref, il y avait tout plein de possibilités par rapport à ça. Et les marchés boursiers, en général, n'aiment pas l'incertitude. Donc, quand on a une situation qui pourrait potentiellement s'aggraver, mais qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver, souvent le marché va s'attendre au pire et donc le marché va commencer à corriger basé là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on a eu principalement à partir de février 2025, où ce que là, on a eu une première jambe de baisse juste ici sur le marché. Si on regarde un petit peu plus en détail cette première jambe de baisse, on voit qu'on avait commencé le 19 février 2025 et qu'on avait fait un point bas le 13 mars 2025, donc ça a duré environ un mois. Et ce point bas-là a principalement apparu parce qu'on avait maintenant un deadline au niveau des tarifs, c'est-à-dire une date limite où ce qu'on allait avoir des réponses finalement sur, eh bien,
qu'est-ce que ça allait être et concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce niveau-là. Et donc, souvent, eh bien, ce qui va arriver, c'est que si, mettons, on a cette date limite le 2 avril, eh bien, probablement que 2-3 semaines avant, le marché va commencer à se stabiliser. Parce que tous les gens qui ont, par exemple, short le marché et qui ont fait de l'argent sur cette baisse, eh bien, ils vont commencer à prendre leur profit parce qu'eux-mêmes, ils vont se dire, bon, ben là, on a l'annonce des tarifs qui s'en vient bientôt, on va commencer à sécuriser nos trades et donc juste patienter avant cette fameuse annonce. Donc, c'est ça qu'on a eu. On a fait un point bas et on a commencé par la suite à faire du surplace pendant les prochaines semaines. Pour être 100% transparent avec vous, j'avais déjà commencé à accumuler des positions sur les points bas juste ici, tout simplement parce que, ben, comme j'avais dit, je m'attendais à ce que les gens qui avaient short le marché commencent à prendre leur profit et qu'on aille une remontée. Ce qu'on a bel et bien eu, mais j'avais pris ces positions dans une optique un petit peu plus moyen et même long terme, donc je n'avais pas encaissé de profit là-dessus ou quoi que ce soit. Et ces positions-là, je les ai toujours dans mes investissements passifs. Mais bref, j'avais commencé à accumuler. Évidemment, j'avais mis une très petite partie de ma liquidité disponible sur ce point bas-là, tout simplement parce que ben, moi-même, en réalité, je ne savais pas comment le marché allait évoluer. J'avais comme hypothèse que peut-être que les tarifs, au final, c'était juste des techniques de négociation et que ça allait vraiment pas être si pire que ça et que le marché allait pouvoir remonter. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même voulu avoir une première position, mais évidemment, il y avait toujours beaucoup d'incertitudes, donc je suis allé quand même assez mollo à ce niveau-là. Finalement, donc si on descend un peu de time frame et qu'on regarde ce qui est arrivé le mercredi 2 avril, la fameuse date que tout le monde attendait, eh bien, on peut voir que le marché a réagi extrêmement négativement. Donc, au tout début, le marché a monté un petit peu, mais par la suite, le marché s'est complètement retourné. On a fini dans les points bas de la journée et par la suite, c'est ce qui nous a donné un crash historique en seulement quelques jours où ce que le marché a fait parmi ces journées les plus négatives de toute l'histoire du S&P 500. Concrètement, ce qui est arrivé, donc pourquoi le marché au début a monté un peu, mais que par la suite, il s'est complètement retourné, en fait, c'est que pendant l'annonce des tarifs, on avait une conférence de presse de Trump et donc au début, lors de la conférence de presse, Trump a dit que les tarifs allaient être environ de 10% pour tout le monde. Donc lorsqu'il a dit ça, eh bien le marché avait dans un sens, été content de cette annonce-là parce que c'était environ les attentes, à peu près 10% pour tout le monde. Évidemment, comme j'ai dit, il y avait tout plein de scénarios possibles, mais c'était vraiment la moyenne des attentes qu'on avait à ce moment-là. Et donc, le marché, au début, avait monté quand Trump avait dit ça, tout simplement parce que, eh bien, on avait un soulagement. Tout le monde se disait, ah, OK, bon, ben, c'est pas si pire que ça. C'était probablement plus des techniques de négociation puis des petits tarifs, mais c'est pas ça qui va changer le monde dans sa globalité. Et donc, le marché avait commencé à monter. Donc, si on regarde un graphique vraiment, vraiment court terme, par exemple, qu'on s'en va sur un graphique de 2 minutes, juste pour voir vraiment l'évolution des bougies, eh bien, on va voir qu'au début donc, du speech, c'était aux alentours là, de 4 heures l'après-midi, eh bien, le marché a vraiment eu une très, très belle poussée juste ici. Donc, rendu là, tout semblait incroyable, tout semblait haussier, et moi-même, je me disais, OK, bon, ben, probablement que le marché va être capable de remonter comme je le pensais. Mais finalement, ce qui est arrivé, donc, quelques minutes plus tard, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsque Trump a dit 10% de tarifs, eh bien, c'était 10% minimum de tarifs. Et ça change littéralement tout. Et donc, par la suite, comme on peut le voir à l'écran, eh bien, Trump s'est fait amener ce beau tableau où ce qu'on voit, eh bien, la liste des tarifs. Donc, si on regarde un peu plus en détail, concrètement, cette liste-là fait référence à quoi? Eh bien, on voit premièrement donc tous les pays qui sont affectés par les tarifs. Ça, c'est les tarifs qui sont imposés aux États-Unis par ces pays. Et donc, ici, on a les tarifs réciproques que les États-Unis vont imposer à ces 10 pays. Et donc, ce qui arrive, si on regarde un peu plus en détail les chiffres, c'est que les États-Unis ont décidé de prendre les tarifs qui leur sont imposés et de leur donner la moitié de ça. Donc, par exemple, la Chine, à ce moment-là, avait un tarif de 67% sur les États-Unis. Donc, les États-Unis se sont dit, OK, bon, ben, on va leur mettre 34% de tarifs. Si on regarde l'Union européenne, on avait 63%. Les États-Unis se sont dit, OK, parfait, on va leur mettre 28% de tarifs. Donc, finalement, si on regarde les chiffres qu'on a juste ici, eh bien, on s'entend, on est très, très loin d'un 10%. OK, on est rendu à des 20 et des 30% sur des pays extrêmement importants. La Chine, par exemple, ou sinon, on peut regarder aussi le Vietnam, où il y a énormément de productions qui sont faites là-bas. Le Japon qui est à 25%. Bref, on ne va pas tous les faire, mais l'idée, en fait, ici, c'est que soudainement, lorsqu'on a vu ce tableau que Trump a amené durant la conférence, tout le monde s'est rendu compte que, OK, il va pour de vrai. Il le fait à 100%. L'idée des tarifs, c'était pas juste des techniques de négociation, c'était pas juste du bluff,
c'était concret. OK? Et c'est là que le marché a complètement reviré et on a vu donc le S&P littéralement se péter la gueule pour le restant de la journée. Et donc les jours qui ont suivi, eh bien, c'est vraiment ce qui nous a donné un crash, je dirais, assez historique. Historique pas forcément en termes de profondeur, parce qu'on va voir que le marché n'est pas allé si bas que ça, mais ça s'est fait extrêmement rapidement. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait vu en 2020 avec la pandémie. À ce moment-là, je tradais déjà sur les marchés et donc c'est quelque chose que j'ai vécu de A à Z. Et donc ce crash-là m'a vraiment fait penser à ce qu'on avait eu durant cette période. Donc c'était extrêmement agressif, il y avait beaucoup de peur et littéralement, c'était la panique parce que tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et ce qu'il faut comprendre avec cette situation-là, c'est que les tarifs en soi, c'est pas la finalité, c'est-à-dire que c'est peut-être juste le début de la situation de peur parce qu'après ça, les gens commençaient à se dire, bon, si les États-Unis mettent des tarifs réciproques, mais qu'après ça, les autres pays commencent à répliquer puis à remettre d'autres tarifs, où est-ce que ça s'arrête? OK? Donc, c'était ça la peur vraiment qu'on avait sur les marchés et c'est pour ça que le S&P a littéralement dégringolé. On l'a vu sur tous les indices boursiers, on l'a vu en fait même sur la grande majorité des marchés, donc une volatilité extrême. Et on a même eu, je dirais, des journées là, assez incroyables en termes de mouvement. Par exemple, si on regarde la journée juste ici, donc le vendredi qui a suivi, eh bien, on a eu une baisse quand même de presque 6% sur le S&P. Donc, en une seule journée, c'est assez incroyable. Si on mesure, par exemple, le point haut qu'on avait au moment des tarifs et où ce que tout le monde pensait que finalement, c'était pas si pire que ça avec le point bas, on a baissé de 16% en seulement quelques jours. Donc, c'est vraiment incroyable comme volatilité. Et donc, cette volatilité-là, principalement, donc ici à la fin du mouvement qu'on a pour l'instant, eh bien, ça l'avait augmenté parce que effectivement, comme tout le monde avait peur de ça, eh bien, la Chine a bel et bien répliqué en mettant d'autres tarifs et par la suite, Trump a répliqué en mettant d'autres tarifs et encore aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, on ne sait pas trop comment exactement le marché va évoluer. Mais bref, tout ça pour dire qu'en seulement donc, quelques mois, le marché est passé d'être extrêmement haussier. Tout le monde était heureux que Trump rentre au pouvoir. On avait des données économiques extrêmement bonnes à aujourd'hui une situation avec énormément d'incertitudes et une peur généralisée. Souvent, un bon indicateur de la peur, c'est est-ce qu'on voit le mot récession un peu partout. Donc, si on regarde les réseaux sociaux, si on commence à lire des articles dans les journaux, est-ce qu'on commence à parler de récession, de crash économique, de fin du monde et ainsi de suite? Et en ce moment, eh bien, c'est ce qu'on voit un peu partout. OK? Tout le monde pensait que ça y est, le marché allait crasher sans fin. OK? C'est la fin du monde. Donc, ça, c'est un très bon indicateur. Une autre chose aussi qu'on peut regarder, c'est le VIX. Donc, le VIX, c'est tout simplement l'indicateur de volatilité du S&P 500. Et donc, quand les marchés viennent à baisser, eh bien souvent, la volatilité vient à augmenter. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit sur le VIX. Et donc, si on regarde plus récemment le mouvement qu'on a eu, eh bien, on voit que le VIX est monté extrêmement haut. Donc, on est monté jusqu'à 60. Et c'est en fait le quatrième point le plus haut qu'on a de tous les temps sur le VIX là, depuis des dizaines d'années. Donc, juste avec ça, on est capable de voir que, OK, la peur est réellement à des niveaux extrêmes et c'est vraiment l'idée qui est donc généralisée pour pas mal tout le monde. Donc, souvent, ce que j'aime faire quand on a des situations comme ça où c'est littéralement la panique, c'est de tout simplement prendre un pas de recul, OK? De vraiment me détacher un peu des marchés et juste réfléchir, d'essayer de comprendre la situation. Est-ce qu'il y a vraiment un risque concret pour l'économie? Est-ce que c'est une peur qui est exagérée? Donc, de vraiment juste, en fait, me retirer des marchés. Parce que souvent, quand on a des mouvements comme ça, les gens deviennent extrêmement émotionnels et sont vraiment collés sur les marchés. Et donc, quand on a cette situation-là, eh bien, il faut arriver à vraiment prendre un pas de recul et juste, en fait, voir la situation un peu du dessus et vraiment l'analyser de manière la plus objective possible. Donc, premièrement, c'est quand même pertinent de comprendre, eh bien, c'est quoi la stratégie de Trump derrière ça? Pourquoi il a mis des tarifs comme ça? Parce que si on y pense, Trump est milliardaire, Trump a énormément d'argent et tous ses amis au pouvoir ont eux aussi énormément d'argent. Donc, est-ce que Trump veut que le marché baisse et qu'on ait un crash historique? Fort probablement pas. OK? Surtout que pendant le premier mandat de Trump que moi-même j'avais tradé, donc en 2016 environ, eh bien Trump, à chaque fois que le marché faisait un nouveau point haut, il en parlait tout le temps. OK? Trump a toujours eu énormément de fierté dans le fait de voir le marché boursier augmenter. Et même encore aujourd'hui, il en parle que lorsqu'il est au pouvoir, tout va bien, les marchés sont haussiers et tout le monde fait de l'argent et ça y est, la vie est belle. OK? Donc, est-ce que Trump voulait que les marchés baissent?
Ben, fort probablement pas. En fait, ce que Trump voulait probablement, c'était de surtout mettre une pression, premièrement, sur la Fed pour amener les taux d'intérêt à baisser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump et la Banque centrale américaine avec Powell, il y a comme une genre de bataille entre les deux, où ce que Trump veut vraiment que les taux d'intérêt baissent pour, évidemment, stimuler l'économie. Mais Powell, de son côté, juge que l'inflation est encore un petit peu trop élevée en ce moment et donc veut maintenir les taux d'intérêt plus élevé pendant plus longtemps. Si on se penche un peu plus sur les données de l'inflation, juste pour vraiment bien comprendre la situation, donc si on regarde l'inflation ici, on voit qu'on avait fait un point bas en septembre 2024 à 2,4 % annuel, ce qui est quand même bien parce que l'objectif de la Fed, c'est aux alentours de 2 %. On avait remonté jusqu'à 3, ce qui commence à être élevé, et donc là, dans les derniers mois, on a bel et bien redescendu. Donc peut-être qu'effectivement, la Fed va être capable éventuellement de baisser les taux d'intérêt, mais donc Trump voulait mettre vraiment une pression sur la Fed pour amener cette situation-là. Et Trump a aussi beaucoup parlé du fait de vouloir réduire la dette américaine. Maintenant, on ne rentrera pas dans ce sujet-là en détail parce qu'on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Mais bref, c'était dans les idées de Trump de vouloir baisser les taux d'intérêt, réduire la dette et probablement être capable de se repositionner, si on est honnête, sur les marchés avant de les voir remonter. Okay? Mais comme j'ai dit, au final, les personnes au pouvoir ont énormément d'argent et donc ils ne veulent pas voir les marchés baisser. Est-ce que Trump savait que ça pourrait amener un impact comme ça en mettant des tarifs autant élevés? Fort probablement que oui, mais peut-être donc qu'il s'est dit que justement, ça en valait la peine pour ces autres points-là. Évidemment, tout ça, c'est des hypothèses, c'est des théories. OK, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Trump avait en tête à ce moment-là, mais donc c'est bel et bien ce qu'on a eu quand même au final sur les marchés. Maintenant, toujours dans cette optique-là de prendre un pas de recul et d'analyser un peu plus en détail la situation, eh bien, un des points personnellement qui m'a fait dire, OK, peut-être qu'on s'approche d'un point bas et peut-être que de jouer la remontée pourrait être intéressante, c'est que, comme j'ai dit, littéralement, tout le monde était baissier. OK? N'importe où sur les réseaux sociaux, n'importe où dans les journaux, tout le monde était baissier. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et souvent, lorsqu'on a une situation où tout le monde est déjà baissier, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'à la moindre bonne nouvelle, le marché va remonter. On va voir ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que les gens qui sont vendeurs vont être, entre guillemets, forcés de sortir de leur position parce que si on a une bonne nouvelle, eh bien, vu que tout le monde est déjà vendeur, il n'y a personne qui va revendre là-dessus, le marché va commencer à remonter et ça peut nous donner des opportunités vraiment intéressantes et vous allez voir que c'est exactement ce que j'ai réussi à attraper sur le marché. Et évidemment, un peu dans la même optique que le premier point que j'ai mentionné, on s'entend que lorsque les marchés comme ça viennent à baisser, eh bien, le plus que ça baisse, le plus que Trump a une pression de son entourage pour faire quelque chose. Okay? Parce que tous les gens alentour de Trump, en général, ont beaucoup d'argent, ont beaucoup de pouvoir. Donc, toutes ces personnes-là ne veulent pas voir le marché baisser parce que c'est eux qui vont vraiment en souffrir et voir leur fortune baisser de beaucoup et ce, assez rapidement. Et donc, le plus que le marché baisse, on a ce qu'on appelle le Trump put, c'est-à-dire que souvent, les gens alentour de lui vont mettre une pression pour qu'il fasse quelque chose pour aider donc le marché à remonter. Donc bref, ça c'était différents points que j'ai considérés lors de mon analyse. Et le dernier point que j'ai considéré, eh bien, c'était tout simplement au niveau du graphique avec l'analyse technique. Donc évidemment, pour comprendre une situation comme ça, c'est principalement une question de fondamental, de sentiment du marché, mais ça reste que l'analyse technique peut évidemment nous être utile à également trouver des niveaux potentiellement où ce qu'on va pouvoir se positionner. Et lorsqu'on regarde le graphique sur une vision un peu plus long terme de cette façon-là, eh bien, personnellement, j'avais vraiment un niveau extrêmement précis que j'avais en tête et qui m'intéressait pour me positionner. Et c'était tout simplement le niveau juste ici sur le S&P. C'était pour moi le niveau le plus évident qu'on avait sur les indices boursiers pour des positions moyen-long terme. Donc, comme on peut voir, on a le 200 Moving Average en weekly. C'est un Moving Average qui est extrêmement bien respecté lorsqu'on a des plus grosses corrections sur les indices boursiers. Donc, si on part, par exemple, à partir des points bas qu'on avait ici là, en 2009, eh bien, on voit qu'après ça, durant toute la hausse depuis là, plus que 10 ans, eh bien, on voit que le 200 Moving Average en weekly est très bien respecté lorsqu'on a des corrections un peu plus profondes. Donc, on voit qu'on s'approchait de ça. On avait évidemment la trendline ici qui vient coïncider avec ce niveau et on avait les anciens points hauts qu'on avait en 2022 qui étaient également dans la même zone. Donc, techniquement parlant, c'était littéralement le plus beau niveau qu'on aurait pu regarder. Et donc, le plus qu'on s'approchait de ce niveau-là et surtout le plus rapidement qu'on y allait, eh bien, le plus que moi, j'allais être intéressé pour acheter le marché et commencer à me positionner davantage là-dessus. Et donc, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, si on regarde un petit peu plus de proche, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu cette baisse-là très agressive vendredi.
Ensuite de ça, lundi, le marché a ouvert avec tout autant de baisse, donc c'était vraiment la panique, encore une fois, au début de la semaine. Mais au même moment, donc, on a bel et bien atteint la zone juste ici que je regardais pour potentiellement me positionner. Et au début, je partais sur une optique d'une position long terme. Et donc, ça fait que même si le marché est encore en train de paniquer, eh bien, pour être transparent, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que si j'achète à ce niveau-là et que ça continue de baisser, ben, je vais juste acheter plus. OK? On est sur les indices boursiers, on est sur des crashs historiques. C'est les meilleurs moments pour accumuler des positions sur du long terme. Donc, personnellement, j'avais aucun stress à rentrer sur le marché à ce moment-là parce que je savais très bien que si ça baissait plus, j'allais tout simplement en racheter et tenir mes positions. Et si ça remontait, eh bien, tant mieux et je vais faire un très beau profit. Donc, ça, c'était un peu mon mindset lorsqu'on a ouvert là, lundi aux alentours de ces niveaux-là. Je vais également vous mettre à l'écran un message que j'avais envoyé dans notre groupe de trading sur Discord où littéralement, on peut voir la date du message et mon annonce aux étudiants que j'étais rentré sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de notre programme de coaching, littéralement tous mes trades, tous mes investissements, littéralement de A à Z, tout ce que je fais est publié en live, que ce soit quand je prends des trades, quand je fais de la gestion sur mes positions ou même quand je ferme mes trades. Littéralement de A à Z, les 700 et quelques étudiants du programme voient ça en direct. Je le fais principalement par transparence. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important. Mais donc, c'est bien ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand les marchés ont ouvert lundi matin, eh bien, j'ai rentré tout simplement une position avec quand même une bonne partie de la liquidité que j'avais de disponible. Et donc, j'ai rentré cette position-là pas mal à l'ouverture des marchés, donc aux alentours là, de 9h30, 10h, et on était donc vers ces niveaux-là, juste ici. Donc, le marché venait de commencer à remonter après avoir touché le point bas. Et ce qui est arrivé juste après, donc ça, c'était vraiment intéressant aussi d'observer ça, c'est que on a eu donc justement cette petite montée au début à l'ouverture lundi, mais par la suite, on voit qu'on a quand même eu un gros spike juste ici. Peut-être que graphiquement parlant comme ça, on se dit, bon, c'est pas énorme comme mouvement, mais si on le mesure, mettons, d'ici au point haut, on parle quand même d'une hausse de 4% en même pas 30 minutes sur le S&P, donc c'est quand même un mouvement qui est assez violent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a eu cette hausse-là un peu soudaine? Eh bien, on a tout simplement eu une news que potentiellement, Trump finalement voulait mettre sur pause les tarifs de la grande majorité des pays. Et finalement, par la suite, on s'est rendu compte que c'était une fake news. Donc en réalité, eh bien, c'est pas ce qui est arrivé et finalement, Trump, à ce moment-là, avait pas mis de pause ou quoi que ce soit. Mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que juste avec une fake news comme ça, d'une mini bonne nouvelle, le marché avait réussi à monter de 4% extrêmement rapidement. Et ça a juste en fait renforcé mon idée que je vous ai expliquée tantôt, c'est-à-dire que lorsque tout le monde est baissier, lorsque tout le monde est négatif et pense que c'est la fin du monde, à la moindre bonne nouvelle, toutes ces personnes-là sont obligées de fermer leur position vendeuse et c'est là qu'on voit le marché remonter de façon assez agressive. Donc, c'est ce qu'on appelle un bear market rally, c'est-à-dire une hausse lors d'un marché baissier. Et souvent, c'est des hausses qui sont extrêmement violentes et où on peut faire beaucoup d'argent. J'ai fait exactement la même chose durant le crash avec la pandémie et pendant le marché baissier en 2022. Et comme j'avais dit au début de la vidéo, eh bien, c'est parmi mes meilleures périodes de trading, tout simplement parce que la volatilité est tellement élevée que si on est capable de bien se positionner là-dessus, eh bien, on peut avoir des retours sur investissement qui sont, disons, hors normes et où ce qu'on peut faire donc des très gros profits. Donc bref, si on revient au développement du marché une fois qu'on avait atteint ce niveau-là, donc là, on voit que le marché avait monté. Moi, j'avais déjà pris mes positions juste ici. Par la suite, lorsque le marché a rebaissé avec cet aspect-là de fake news, ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce que j'avais quand même confiance que si finalement on avait un développement positif, on allait être capable de remonter beaucoup plus. Et dans tous les cas, comme je dis, à la base, je partais sur une position long terme. Vous allez voir pourquoi finalement ça a changé en cours de route, mais à la base, c'était ça mon idée. Donc, j'avais aucun problème de voir un peu de up and down alentour de ce niveau-là. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant également par la suite, c'est que lorsque le marché a commencé à remonter au courant de la journée et le lendemain, eh bien, on commençait à avoir des nouvelles que potentiellement la Chine voulait remettre des tarifs puis que peut-être ça allait escalader comme situation. Mais malgré tout, le marché ne baissait pas. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. Si on a une nouvelle qui est négative, mais que le marché n'est pas capable de baisser, en soi, ça nous donne un signe, disons, plutôt positif, où ce que si on a d'autres raisons de penser que la situation va s'empirer, mais qu'il n'y a personne qui vend là-dessus, ça montre qu'on a donc une certaine évaporation des vendeurs et potentiellement donc que le marché va pouvoir remonter. Finalement, donc si on accélère un petit peu l'idée, on voit que le marché a bien remonté. Par la suite, on a beaucoup rebaissé. On est revenu tester encore une fois la zone. Jusqu'à là, encore une fois, rien de bien dérangeant de mon côté, tout simplement parce que j'avais confiance dans mon idée, j'avais confiance dans mon trade et j'avais gardé ma position. Et là, on voit que juste ici, donc ça c'était mercredi de cette semaine au moment
enregistrer la vidéo. Donc ça, c'était le 9 avril. Eh bien, là, on voit qu'on a eu un mouvement absolument incroyable sur les indices boursiers. Et donc, eh bien, qu'est-ce que c'est ce mouvement? Pourquoi le marché a soudainement remonté et eu une poussée gigantesque? Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais si on s'en va par exemple sur un graphique journalier et qu'on mesure là, la grosseur de cette bougie, on parle quand même, mettons, des prix d'ouverture à fermeture. Là. On parle d'une hausse de un peu plus que 10% sur le S&P, ce qui est énorme. Okay? C'est vraiment gigantesque. Là. Si on regarde, par exemple, la liste des plus grosses journées sur les indices, on voit là, que cette journée-là va se situer à la 7e place de tous les temps en termes de hausse sur le S&P. Et si on regarde les dates des autres hausses, eh bien, on voit qu'on a beaucoup de dates dans les années 30, donc il y a presque 100 ans, lorsqu'on avait eu la crise là, avec la Grande Dépression, et par la suite, en 2008, lorsqu'on avait eu la crise économique des subprimes aux États-Unis. Donc, bref, on peut voir que ces mouvements-là, donc comme je disais tantôt, ça peut donner des retours sur investissement gigantesques en très, très peu de temps, tout simplement parce que la volatilité est juste énorme. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on a eu, encore une fois, juste ici. Et donc, finalement, ben, pourquoi on a eu une hausse comme ça sur les marchés? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on ait soudainement un enthousiasme énorme? Eh bien, on a la nouvelle juste ici. Donc, Trump a bel et bien décidé de mettre sur pause, finalement, les tarifs pour tous les pays sauf la Chine, où ce que là, ça a continué d'escalader. Et donc, évidemment, entre-temps, eh bien, il va y avoir des négociations et la situation n'est aucunement finie. Mais lorsque la nouvelle a sorti, eh bien, c'était, comme je dis, donc, la nouvelle où ce que tout le monde s'est senti soulagé et soudainement, le monde se disait, ah, OK, bon, ben finalement, c'est pas si pire que ça, ils vont négocier, ça va sûrement être des tarifs, oui, mais vraiment pas autant élevés. Et donc, finalement, ben, tout va bien aller. Et le marché a donc commencé à remonter. Et c'est vraiment ce qui nous a donné donc une journée parmi les journées records sur le S&P. Et à ce moment-là, eh bien, évidemment, j'étais encore positionné sur le trade que j'avais pris donc en début de semaine, juste ici. Donc, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, là, on voit que le marché a remonté jusqu'à ce niveau technique juste ici. Donc là, on voit qu'on est revenu, en fait, juste un petit peu en dessous de où est-ce qu'on était avant cette fameuse annonce des tarifs. Et lorsqu'on a atteint ce niveau-là, j'ai décidé de prendre un pas de recul encore sur la situation parce que je me disais, OK, là, j'ai eu une énorme position que j'ai réussi à rentrer sur des niveaux très intéressants. J'ai déjà un 10% d'accumulé sur ce trade en littéralement quelques jours, ce qui est énorme, surtout pour un indice boursier. Et donc là, j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit, bon, est-ce que cette hausse-là, premièrement, va durer? Est-ce qu'on va juste repartir à la hausse et ça y est, le marché est haussier, tout va bien, la vie est belle? Eh bien, j'en suis venu à la conclusion que peut-être, mais je ne pense pas que c'est le scénario principal. La raison pourquoi, c'est que si on y pense, OK, ici, avant l'annonce des tarifs, comme j'avais dit tantôt, le marché s'attendait à plus ou moins un 10% de tarifs pour tout le monde et la Chine peut-être un petit peu plus élevée parce qu'il faut savoir que Trump et la Chine, il y a toujours eu un peu un combat avec des tarifs de cette façon-là. C'était la même chose dans son premier mandat. Finalement, si on regarde la situation qu'on a, eh bien peut-être que ce 10%-là va effectivement être le cas, ou peut-être plus, parce que, bien, évidemment, il n'y a rien de concret encore par rapport à ça. Mais la Chine est beaucoup plus intense au niveau des tarifs, et c'est la même chose pour les États-Unis. Donc, en réalité, la situation que les gens s'attendaient vers ces niveaux-là est quand même encore un peu plus négatif. Okay? Donc, c'est quand même logique que le prix, pour l'instant, soit encore en dessous de ces niveaux-là. Évidemment, si on a d'autres bonnes nouvelles et que finalement les tarifs, c'est encore moins pire que ce que tout le monde s'attendait, peut-être que là, le marché va être capable de remonter. Mais ça, c'était mon premier raisonnement. Je me suis dit, la situation fondamentale reste encore malgré tout pire que qu'est-ce que les gens s'attendaient ici. Donc, niveau technique, on est quand même dans la zone où ce que potentiellement, eh bien, le marché va peut-être repartir à la baisse et commencer à corriger. Okay? Encore une fois, je le répète, mon objectif et ma mentalité rendue à ce point-là, c'était pas forcément de me dire que le marché allait remonter et ça y est, la vie est belle, mais plus de voir est-ce qu'on est encore dans une dynamique baissière et est-ce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes ou est-ce que c'est réellement derrière nous. Et donc, avec ce raisonnement-là, eh bien, j'en suis venu à la conclusion que non, on a encore beaucoup d'incertitudes et en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Tu sais, Trump pourrait lâcher un tarif du jour au lendemain sur un pays, soit qu'on ne s'attendait pas ou peut-être rebrousser un chemin sur le fait de réduire les tarifs ou de mettre sur pause et peut-être que le marché pourrait rebaisser là-dessus. OK, il y a encore énormément d'incertitudes. Si on retourne sur le VIX, on voit qu'on a quand même bien rebaissé depuis les points hauts, mais on reste quand même relativement élevé historiquement parlant. Donc, l'incertitude est encore bel et bien présente. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que la position
que j'avais accumulé au début juste ici, eh bien, j'ai décidé finalement, hier matin, pour être précis, de sortir de cette position-là vers ces niveaux-là à l'ouverture des marchés. Encore une fois, pour être 100% transparent avec vous, je vais vous mettre à l'écran le screenshot du message que j'ai mis dans notre groupe Discord avec les étudiants du programme où ce que j'annonçais la sortie de cette position. Maintenant, la question, c'est pourquoi finalement j'ai décidé de sortir de cette position? Eh bien, comme j'ai dit au début, je partais avec l'optique d'avoir une position long terme. Okay? J'y allais vraiment plus pour prendre le point bas potentiel qu'on avait et juste garder la position. Mais ça, c'était avant de savoir que Trump allait finalement rebrousser chemin aussi rapidement et qu'on allait avoir une hausse de 10% en un jour sur le S&P, ce qui est tout simplement gigantesque en termes de mouvement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement sortir de la position, reprendre la liquidité plus 10% que je viens de gagner là-dessus et par la suite redisperser tout ça au fil du temps. Donc, tout simplement diviser mes points d'entrée et me repositionner d'une autre façon sur le marché. Donc, ça, c'est ce que je compte faire en ce moment. Donc, j'ai beaucoup de liquidité, mais je vais commencer à me repositionner selon le développement des choses et ce que je vois sur les marchés. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mes profits finalement après réflexion parce que le mouvement qu'on a eu est juste absolument gigantesque. Je veux dire, quand on est capable d'attraper presque le point bas littéralement du marché et de faire un 10% en seulement quelques jours sur les indices, c'est assez incroyable. Je pense que c'est vraiment l'un des plus beaux trades de toute ma carrière jusqu'à présent. Et donc, je me suis dit, autant sécuriser ce trade-là. Et pour l'instant, on voit que j'ai plutôt bien fait parce que effectivement, comme je le pensais, eh bien, ce niveau-là a bel et bien été respecté et on a commencé à rebaisser pour l'instant. Donc, on est déjà beaucoup plus bas de où est-ce que j'avais fermé la position. Et évidemment, j'ai aucune boule de cristal, c'est-à-dire qu'est-ce que le marché va rebaisser? Est-ce que finalement, on va commencer à remonter? J'en ai aucune idée. OK, mon but en tant que trader, c'est pas de toujours avoir raison sur le marché. Mon but, c'est d'être capable de profiter d'opportunités où ce que je vois qu'il y a un certain débalancement et c'est exactement ce qu'on avait juste ici. Encore une fois, je le répète, mais lorsqu'on voit le S&P baisser de au total 22% en littéralement 2 mois de façon extrêmement rapide avec un VIX qui est parmi les niveaux historiques les plus élevés et qu'en même temps, on atteint le plus gros niveau technique possible, eh bien, pour moi, c'est l'une des plus belles opportunités qu'on peut avoir pour se positionner. Puis comme vous avez vu, guys, eh bien, au final, c'est un trade qui est, je dirais quand même, relativement simple, dans le sens que j'ai vraiment juste gardé mon sang-froid, j'ai analysé la situation de façon objective, j'ai trouvé les niveaux qui m'intéressaient, j'ai structuré ma position de sorte à être quand même relativement prudent et à pas tout mettre au même niveau, parce que si j'avais fait ça la première fois où j'avais pris des positions, eh bien, ces positions-là seraient encore en négative et j'aurais aucune liquidité pour bénéficier de d'autres points bas. Donc bref, je l'ai juste joué de façon intelligente avec ça. Et ce qui m'a vraiment aidé en fait par rapport à ce trade-là, c'est toute la compréhension macroéconomique, c'est de comprendre le sentiment du marché, qu'est-ce qui arrive quand on a un marché baissier, qu'est-ce qui arrive quand on a une peur gigantesque, qu'est-ce qui arrive quand les gens commencent à paniquer, comment le marché trouve des points bas, comment on a des rebonds et comment au final tout ça se dessine. Évidemment, l'expérience que j'ai sur les marchés en ayant tradé durant le premier mandat de Trump, pendant la crise en 2020, le marché baissier en 2022, puis ainsi de suite. Évidemment, toute cette expérience-là m'a aidé à me positionner de la bonne façon sur ce marché baissier qu'on a actuellement. Mais donc, tout ça pour dire qu'au final, avec cette compréhension macroéconomique et d'être capable de réfléchir aux autres acteurs du marché et comment les gens sont positionnés, c'est ça qui m'a permis d'attraper ce trade. Parce que niveau analyse technique, comme on peut voir, c'est super simple. Okay? C'est rien de bien compliqué. J'ai juste été sur le graphique en weekly. J'ai trouvé le niveau qui faisait le plus de sens. Et voilà, tout simplement. Okay? Fait que rien de bien compliqué là-dessus. Et c'est pour ça que je mets tout le temps l'accent dans mes vidéos sur le fondamental. C'est la partie la plus importante. Ce qui fait la différence entre un trader amateur et un trader professionnel, c'est sa compréhension macroéconomique. Okay? C'est pas l'analyse technique. Le trading, c'est pas de la géométrie. Okay? On fait pas des triangles puis on trade là-dessus. C'est un métier de la finance. Okay? Donc, si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché puis être capable d'être rentable sur du long terme, il faut développer cette compréhension-là. C'est le point le plus important. Et donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui et mon analyse du trade que j'ai fait sur le S&P 500, plus précisément sur le VFV, qui est un ETF qui réplique le S&P 500. Donc une plus-value d'environ 8% encaissée en seulement quelques jours. C'est, je considère, l'un des plus beaux trades de ma carrière. On verra si on a d'autres opportunités comme ça durant le marché baissier. Mais bref, c'est des situations extrêmement intéressantes à suivre et quelqu'un qui a des bons systèmes
peut être capable de faire beaucoup d'argent. Souvent, les gens pensent que quand les marchés baissent, tout le monde perd de l'argent. C'est vrai pour la majorité des personnes, mais quelqu'un qui sait trader et qui a des systèmes un peu plus avancés peut en bénéficier et j'espère vous l'avoir montré aujourd'hui. Sinon, guys, évidemment, si vous voulez pousser votre trading à un autre niveau et vraiment développer cette compréhension-là des marchés, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est en fait une vidéo présentation où ce que j'explique un peu plus en détail comment ça fonctionne au sein de notre programme de coaching. C'est quoi toutes les étapes qu'on met en place pour amener quelqu'un du point A à le point B où ce que la personne va être rentable et constante sur les marchés et surtout comment qu'on fait aussi pour aller chercher le plus de capital possible avec lequel on peut trader sans même risquer votre argent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de vraiment passer au prochain niveau puis de devenir rentable en 2025, allez voir le lien dans la description de la vidéo, allez écouter cette autre vidéo-là et par la suite, si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse voir avec vous votre situation, vos objectifs et si littéralement on pourrait vous aider. Donc guys, évidemment, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Mettez-y un like évidemment comme d'habitude et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.